Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence qui portera aujourd'hui sur le Lean et la transition écologique. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camille Lambert, je suis chargée de projet marketing digital au sein de la société XL Group. Et aujourd'hui, la session sera animée par Patrick Piron, consultant senior, et Ronan Emidi, directeur associé chez XL Group. Alors, quelques petites règles pour le bon déroulement de la webconférence. Donc, vous avez pu voir que vos micros et vos caméras sont coupés. Ça permet aux personnes qui ont un petit peu moins de connexion de pouvoir suivre la webconférence correctement. Pour ce qui est des questions, vous pouvez les poser dans le module de conversation. Voilà, donc vous avez un petit module de conversation où Ronan vient de vous dire bonjour, où vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long de la session et les animateurs essaieront d'y répondre au fil de l'eau. Pour ce qui est des slides et du replay, vous recevrez un mail en début de semaine prochaine avec tous ces éléments. Alors, brièvement, avant de laisser la parole à nos animateurs, je vais vous présenter la société XL Group. Alors, nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle et nous avons pour mission principale de catalyser votre performance globale. Donc, nous avons différents départements qui opèrent en synergie avec la partie XL consultant, la partie XL formation et la partie XL certification. Nous sommes une équipe de 30, plus de 30 collaborateurs avec donc une partie consultant qui interviennent sur le terrain et une partie fonction support qui sont là, comme le nom l'indique, pour vous aider dans les démarches. Nous sommes un cabinet qui existe depuis plus de 35 ans et nous avons notre siège qui est implanté à Montbonneau-Saint-Martin, près de Grenoble. Nous avons des antennes à Paris, Lille et Reims et nous avons également une filiale en Suisse depuis 2014. Voilà, écoutez, je ne vais pas en dire plus et je vais maintenant laisser la parole à nos deux animateurs, Patrick et Ronan, et je vous souhaite à tous une excellente webconférence. Merci Camille et merci à tous ceux qui ont rejoint la conférence sur cette thématique un petit peu prospective, un petit peu qui dépasse peut-être les sujets habituels de pratico-pratique. Comme il y a beaucoup comment dire, à dire derrière une thématique aussi large que celle-là, eh bien, on va essayer d'avancer assez rapidement dans le fil de la conférence. Bien sûr, vos questions sont bienvenues, mais nous aurons également à la fin un petit moment pour interagir avec vous. Les étapes que nous proposons de vous présenter sont déjà de repartir, comme toute démarche de transformation, des constats et des faits en matière de transition écologique, pour ensuite s'interroger sur la compatibilité entre notre cœur de métier, le lean management et cette transition écologique, d'envisager peut-être un certain nombre d'ajustements et, le cas échéant, ensuite de pouvoir intégrer le lean et les facteurs environnementaux dans le cycle de vie en fait des produits et donc de la vie des entreprises et à quelle phase cela peut s'intégrer. Pour ensuite reprendre un petit peu de hauteur, conclure les enseignements principaux et interagir avec vos idées et finalement voir quelle serait la proposition de valeur méthodologique qu'on peut apporter dans ce contexte. Première, première étape, donc, en bon praticien du Lean, appuyons-nous sur la data, sur des faits, sur des données. On parle d'un sujet qui est aujourd'hui mesuré, qui est connu, documenté depuis les années 70, depuis plusieurs dizaines d'années, vulgarisé, mais où il y a un certain nombre de thématiques, où il y a beaucoup de données, comme celle de la consommation des ressources, avec une surconsommation effectivement de ces ressources à l'échelle mondiale. Si on regarde à l'échelle d'un pays comme la France, on n'est pas du tout dans les bons élèves, on va dire. À l'autre côté de cette consommation, il y a des pays qui sont au contraire qui sont bien loin de consommer autant, mais qui sont des pays malheureusement qui subissent beaucoup de problématiques. Mais dans les pays occidentaux, il faut aussi noter qu'il y a des démarches engagées de façon volontaire qui permettent de ne pas surconsommer de ressources. On pense par exemple à l'exemple de l'Autriche, pas si loin de chez nous, pour n'en citer qu'un. Donc là, une première problématique
qui interroge sur la notion de ressources. La problématique centrale, celle du réchauffement, elle également est tout à fait documentée et chiffré et médiatisé même, où on voit que depuis les années 80, l'augmentation est très nette et exponentielle, avec des températures exceptionnelles qui sont de plus en plus fréquentes et marquées, et les années 2015-2022 qui ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Alors, une fois qu'on a dit ça, en bon praticien du Lean, on ne va pas faire d'Ishikawa, mais on va se dire, bah, ok, bah, ça vient d'où ce réchauffement? Bah, ce réchauffement, comme cette infographie la documente assez bien et assez visuellement, est lié à une surémission de gaz à effet de serre qui va créer un effet bouclier et donc empêcher la diffusion dans la haute atmosphère du rayonnement, en tout cas le limiter et avoir une balance pas suffisamment favorable de déperdition de ces gaz à effet de serre, le CO2, le méthane, et ce qui va avoir pour conséquence une augmentation dans l'atmosphère de ces gaz à effet de serre. On peut voir sur le graphique de gauche que la balance entre les surémissions et l'absorption n'est pas équilibrée. Donc la petite barre à droite, elle montre ce déséquilibre. Et puis l'augmentation constante depuis les années 80, avec une barre à l'horizon 2100 qui ne devrait pas dépasser 450 ppm si on voulait limiter un réchauffement enclenché. Et on voit qu'en fait, aujourd'hui, on est déjà très près de cette barre. Donc on peut parler d'une situation d'urgence, hein, d'une situation de crise, pour faire écho à des mots qu'on réutilisera un petit peu plus tard. Alors, cherchons, creusons encore sur les causes et les déclencheurs. L'origine, elle est liée à la combustion d'énergie. Quels sont les secteurs qui sont les plus contributifs? L'électricité, l'énergie, l'industrie, la construction, les transports. En France, ça représente 75% des émissions. Donc là, on se dit, vous, nous, la plupart de ceux qui sont ici réunis, ce sont les secteurs dans lesquels on travaille. Donc, si on est dans ces secteurs, nous-mêmes avons un impact ou nous-mêmes pouvons peut-être agir pour aller dans le bon sens. Donc, premier élément qui nous a amené à partager ce sujet avec vous. Et puis, autre élément, si on fait ça, ce n'est pas que pour des considérations morales, c'est aussi parce qu'il y a un impact sur notre vie d'individu, sur la santé, sur des pathologies, mais aussi sur le bon fonctionnement des entreprises elles-mêmes, puisque si les individus sont mis à mal, il peut y avoir des répercussions en termes d'absentéisme, de stress, de dynamique, de motivation, oui, de motivation, de mobilisation, et mettre à mal le fameux 8e gaspillage du Lean, la compétence des acteurs, leur implication à plein. Et donc, en fait, il y a un impact sur l'homme, sur l'humain, mais aussi, quelque part, sur le fonctionnement sociétal à travers les entreprises. Donc, un besoin d'agir qui est manifeste, avec des faits, des causes qui sont assez claires et des sources qui sont assez claires, et une urgence, donc, car on devrait être à moins 45% des émissions, alors qu'aujourd'hui, on est encore à augmenter ces émissions sur un rythme de plus 10%. Donc, vraiment besoin d'agir à tous les niveaux, en particulier au niveau des entreprises. L'humain, les individus, ils peuvent certainement faire des choses, les États peuvent faire des choses, et entre les deux, il y a ce maillon des entreprises qui sont très contributives. Alors, que faire au niveau des entreprises? Là aussi, ça a été documenté, ça a été mesuré. Un cabinet comme KPMG a réalisé une étude chiffrée ici, où l'on voit qu'une partie des solutions se trouve dans l'évolution des moyens de production, l'innovation des matières premières, donc de l'innovation, mais pas que. Aussi l'amélioration du rendement des temps d'utilisation, la révision des modes opératoires et la façon de consommer l'énergie. Donc là, on s'est dit, mais en fait, on est au cœur des sujets du Lean Management. Donc le Lean Management, il y a un impact possible dans ces leviers pour les entreprises et donc pour la transition écologique. Transition de façon de vivre, transition aussi de façon de produire les biens et les services avec un impact écologique.
pour avoir un mode de vie pérenne, euh, un fonctionnement social et sociétal en cohésion, limiter donc la consommation des ressources, limiter les émissions de CO2, et ça à tous les niveaux, mais donc en particulier au niveau des entreprises. Derrière ça, il y a donc des règles à construire. Qui dit règles, dit standards, dit référentiel, dit bonnes pratiques, dit mettre en place des mesures pour piloter ces démarches, pour faire les bons choix. Eh bien, encore une fois, ne sommes-nous là pas dans notre domaine professionnel et peut-être le vôtre en termes de méthodologie, de praticiens, de l'amélioration à travers des méthodes comme le lean management. Et on en vient donc à cette deuxième partie, si on est donc convaincu par tous ces éléments qu'il y a un changement et une transformation à enclencher, est-ce que le lean est d'une part compatible et est-ce que c'est le bon moyen en termes de méthode? Pour aborder ce questionnement, on vous propose d'y aller pas à pas avec 6 points de réflexion. Les bases du Lean, ces éléments déclencheurs, son focus, sa pensée qui est organisée autour de la notion de valeur ajoutée, sa finalité qui est de gagner de la performance selon 4 axes, sécurité, qualité, délai et coût, ses principes d'action, ses modalités de fonctionnement, son état d'esprit, et puis les outils, la boîte à outils, selon les différents piliers de la fameuse maison du Lean. Donc je vais commencer et puis je passerai la parole à Ronan avant de reprendre la conclusion. Donc, premier élément, les éléments déclencheurs. Si on regarde l'histoire d'où vient le Lean, c'est intéressant de regarder un petit peu en arrière et ce qui a structuré finalement ce besoin méthodologique packagé, d'abord chez Toyota, puis sous forme de Lean Manufacturing et de Lean Management. On a Toyota qui, après-guerre, finalement, a consolidé un système méthodologique parce que le système précédent, très organisé autour du Fordisme, du Taylorisme, ne convenait plus. Le système précédent considérait que les ressources étaient infinies, étaient pléthoriques, les ressources humaines, mais pas que. Alors même s'il était très structuré et standardisé, il était sur un paradigme qui est des ressources, forcément, qui étaient limitées après la Deuxième Guerre mondiale, et Toyota qui s'est focalisé sur l'économie de ressources et à en tirer le meilleur possible pour quand même être performant. Donc, une première étape à cette période-là. Et puis, la crise pétrolière des années 70 qui a accentué ce focus sur l'optimisation des ressources, qui est donc finalement à la base de ce qui est devenu dans les années 80 le système Toyota, mais sous l'appellation Lean Management. Donc, le Lean Management, dans son ADN, dans ses racines, est focalisé quelque part sur une utilisation optimale des ressources. À l'époque, c'était la ressource temps, beaucoup, la ressource matière, mais aujourd'hui, on peut dire qu'on est sur les mêmes rails, hein. Donc, une première cohérence fondamentale. Et par ailleurs, ce besoin de méthode, il est vraiment cristallisé dans des périodes de crise. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période de crise, d'urgence, de besoin de réaction. Donc là, on se dit quand même qu'on est complètement cohérent quand on pratique le Lean pour contribuer à la transition écologique. Si on regarde le moteur du Lean Management, c'est le focus sur la valeur ajoutée du client. Alors, est-ce que ça suffit? On dit c'est cohérent, mais est-ce que ça suffit de garder ce focus sur la valeur ajoutée du client si on veut utiliser le Lean pour la transition écologique? Alors, on peut se dire qu'aujourd'hui, les clients, que ce soit les consommateurs finaux ou les clients business, eh ben, ils vont intégrer des attentes, donc des besoins en matière d'impact écologique, une sensibilité, une attente limitée des ressources, d'avoir des modèles de production durables. Donc, en fait, la valeur ajoutée du client, ce qu'il est prêt à payer, va augmenter, va forcément intégrer des attentes en matière de transition écologique. Et à défaut, si ça ne vient pas du terrain, on va dire, eh bien, les réglementations vont se durcir et vont s'enrichir. Donc, en fait, la valeur ajoutée du client, on peut se dire que
qu'elle va s'enrichir automatiquement, mais si on veut vraiment être focalisé et utiliser le Lean dans la bonne direction, chez Excel, on se dit il faut peut-être compléter quand même ce focus-là en se disant que le Lean, c'est focaliser sur la valeur ajoutée du client en un minimum de temps avec le juste nécessaire de ressources, certes, mais avec un impact environnemental minimum, que ce focus-là doit systématiquement être intégré avec ce guide de lecture pour travailler sur les axes de performance. Donc, prochaine étape, le Lean en tant que méthode au service de la performance, selon 4 axes. Je vais laisser Ronan, là également, nous partager les réflexions qu'on peut avoir sur les axes de performance. Du coup, ces 4 axes de performance, on va les reprendre très rapidement sur les basiques, on va dire, que sont le SQDC. Donc, le premier axe, qui est l'axe de la sécurité et de la sérénité, on a déjà amené cette petite subtilité complémentaire qui est d'ajouter la sérénité, qui est de garantir les conditions de travail, donc de prendre en compte le bien-être des salariés. Le deuxième axe, c'est l'axe de la qualité. Donc le qualité, c'est qualité et délai, je vais les regrouper ensemble, mais c'est les attentes du client en fait principales qui sont autour de ces axes qualité et délai. Donc c'est délivrer des produits conformes dans un délai qui correspond, je dirais, aux attentes de nos clients. C'est du classique, mais c'est aussi ce qu'on doit intégrer dans la dimension environnementale avec la notion de rebut et d'optimisation du temps de traversée, ou en tout cas des délais associés. La notion de coût, on a l'habitude de dire dans le lean management que c'est une conséquence de la sécurité, de la qualité et du délai. Donc si on est bon en sécurité, en qualité, en délai, on sera bon en coût. Mais pour autant, on devra ajouter cette notion de coût, la notion de coût qui va s'imposer à nous avec les contraintes légales qu'on va devoir appliquer, qui auront aussi un impact de coût. Et là, on peut se dire qu'avec le SQDC, on a quand même déjà une cohérence avec la vision de développement durable appliquée à l'entreprise. Mais il nous manque un petit élément. Et ce petit élément, c'est le E qu'on vient rajouter au milieu, le E de l'environnement, puisque aujourd'hui, si on utilise du SQDC, on y verra tout à l'heure sur les axes stratégiques d'une entreprise, eh bien, en cohérence avec ce qu'a dit Patrick précédemment, on doit intégrer une dimension environnementale. On ne peut plus baser sa stratégie simplement sur la performance SQDC, mais donner une dimension environnementale à cette stratégie et donc aux axes de mesure de cette stratégie. Voilà pour les axes. Et si on complète les axes par les 3 principes du Lean classique qui sont l'intelligence collective, le juste nécessaire, la remise en cause, bah de la même manière, l'intelligence collective, il est bien évident que si, en tout cas, il nous paraît évident que si on doit travailler en intégrant dans la stratégie la dimension environnementale, il est nécessaire d'atteindre ce postulat de base, je dirais, cet incontournable qui est l'intelligence collective, et donc de mobiliser les gens et de les responsabiliser autour d'une action qui est commune et qui va apporter à chacun. Donc l'intelligence collective rentre dans une applicabilité d'une dimension du Lean durable ou à des dimensions durables. Le juste nécessaire, qui est le deuxième principe qui est souvent cité, bah là on y reviendra plus tard sur la partie détail des gaspillages, mais on est vraiment dans l'optimisation des ressources et d'éviter de cramer du gaz, si je peux m'exprimer ainsi, pour rien, et d'optimiser vraiment les choses à des fins humaines et les ressources de l'entreprise et ressources de la planète. Et puis après, la remise en cause, parce que on ne peut pas se fermer les yeux et se dire on fait des choses d'une certaine manière et on va continuer à faire pareil et puis ça va bien se passer, croisons les doigts et ça va aller. Il semble évident, au regard des chiffres que Patrick a cités dans la première partie, qu'il est nécessaire de faire quelque chose et que par conscience, je dirais, humaine, dans l'entreprise, et en y intégrant les contraintes économiques, on ne peut pas de ne rien faire, on doit remettre en cause nos façons de faire. C'est une nécessité. Et je repars sur ce slide-là sur je dirais
presque les fondamentaux du Lean, puisque ça, c'est des choses qu'on utilise assez peu en conseil, mais qui sont des concepts de base, le monozukuri, l'itozukuri et le kotozukuri. C'est vraiment Alors là, pour le coup, on cite du japonais, mais on va le traduire assez rapidement. Mais dans les principes de base de l'état d'esprit, on a le premier qui est de fabriquer des choses avec des gestes qui respectent le caractère artisanal et puis l'interaction de l'homme avec la nature. Donc dès le début dans le Lean, on était vraiment dans cette conception-là. Euh, L'itozokuri, c'est vraiment la notion de construire les personnes autour de cette démarche qu'on cherche à lancer. Donc c'est la montée en compétence des personnes et la mise en cohérence de leur action et de la collaboration qui va être nécessaire pour tendre vers ce respect de la nature et de cette interaction de l'homme avec la nature. Et puis le Kotuzukuri, c'est la notion d'apport d'énergie pour aller transformer une organisation. Bah, si on ne donne pas l'énergie, c'est ce qui nous met en mouvement. Si je repars sur ma dimension un peu coaching qui va avec le lean, mais pour se mettre en mouvement, il faut de l'énergie. Et cette énergie, on peut aller chercher dans les motivations et la cohérence qu'on va mettre à nos démarches. Et donc, avoir cette notion d'apporteur d'énergie pour aller alimenter la stratégie qui doit contenir la dimension environnementale. Et ça, on va aller le faire en impactant avec les humains. D'une part, en allant les impacter sur le terrain via le Gemba, qui sera la façon de connecter, je dirais, les concepts avec ce qui se passe sur le terrain et sur la chaîne de valeur. Et puis les Kaizen, dans lequel on va aller pratiquer avec les équipes de manière à avoir cette dynamique qui se crée au-delà de l'énergie, mais par la mise en pratique et la réussite de petites victoires sur le terrain, petites ou grosses victoires d'ailleurs, qu'on peut atteindre à travers les chantiers Kaizen. Du coup, on a cette partie globale du Lean, on a décrit l'état d'esprit, etc. Là, on va partir sur les outils et on a choisi avec Patrick de résumer ça avec la maison du Lean qui s'amorce par une base qui intègre les fondamentaux, je dirais, du Lean, avec la voix du client, les standards, l'identification des mudas. On se rend compte du coup que là, si on fait un premier bilan, là-dessus, on a des bonnes bases pour aller travailler sur la durabilité, ou en tout cas impacter le développement durable, puisqu'on a des éléments qui vont nous faire optimiser les ressources et optimiser les pratiques. On devra faire quelques adaptations, on va y revenir un petit peu après, mais déjà on a une base qu'on va devoir adapter, mais qui est bonne. Le deuxième, ou le premier pilier, bah, une fois qu'on a mis les bases, le premier pilier c'est celui du juste à temps, du lissage, de la réduction, donc de l'optimisation des flux. Là aussi, on se rend compte que si on optimise les flux, si on réduit les stocks, si on optimise les encours, on a déjà des bonnes choses qui peuvent apporter aux attentes du développement durable dans un contexte industriel. On devra sans doute faire quelques petites modifications, ou quelques adaptations. On le verra peut-être un petit peu plus tard dans la partie 3. Mais déjà, si on arrive à maîtriser la consommation de matière, de ressources, d'énergie, on est bien dans cette logique d'optimisation des flux en limitant les ressources et les gaspillages. Pilier de droite, le pilier du Judoka. Là, pour le coup, très peu de modifications à faire finalement, puisque si on applique la notion de bon du premier coup, bah, si on fait bon du premier coup, on n'a pas de reprise, on n'a pas de gaspillage, on n'a pas de rebut, etc. Donc on est directement dans la notion de limitation des rebuts. Donc là, on coche toutes les cases directement, très bonne nouvelle. Si on développe sur des sujets un peu plus particuliers de ce pilier-là, dans le design fort, on aura une pensée anticipatrice des solutions simples pour bien faire dans les cycles futurs, on le reverra, donc ça va marcher. La management de la qualité va fonctionner et la résolution de problèmes va nous aider à trouver des solutions à tous les problèmes qu'on va identifier. Donc on est vraiment dans le concept qui peut servir le développement durable. Et cerise sur le gâteau, le haut de la pyramide, qui est la notion de pilotage, bah, si on intègre
dans le Hoshinkori, c'est donc ce qu'on appelle le déploiement stratégique. Si on intègre la finalité environnement dans ce développement stratégique, eh ben, on va s'imposer des cohérences dans nos choix stratégiques et dans nos choix opérationnels pour aller impacter ce qui doit être impacté pour pouvoir continuer longtemps à parler de notre planète, de nous et de nous sur cette planète. Voilà. Je ne sais pas si Merci je vais te Ronan. relaisser la main. Donc on voit que les axes de performance, ils sont pertinents, ils peuvent être complétés. Nos principes d'action, qu'on appelle souvent les courroies d'entraînement du moteur de l'amélioration qu'est le Lean, ces principes d'action, ils sont tout à fait, ils viennent en écho avec les principes qui seraient nécessaires pour tout simplement l'écologie ou la transition écologique. On voit que l'état d'esprit du Lean, par définition, il est déjà orienté dans le sens d'une recherche de transition et que notre kit méthodologique, notre boîte à outils, eh ben, elle est cohérente, bien qu'elle pourrait aller plus loin, comme Ronan vient de nous le souligner. Donc, en synthèse, si on reprend les 6 étapes qu'on a voulu balayer pour poser la question de la cohérence du Lean, eh bien, on voit qu'au global, que ce soit dans la sémantique, que ce soit dans la philosophie, que ce soit dans les modes de fonctionnement, on est en cohérence avec le besoin de transition écologique, modulo peut-être quelques adaptations, le fait de ne pas parler que de valeur ajoutée client, mais de l'étendre à une valeur ajoutée sociétale, c'est-à-dire les attentes de la société qui est quelque part cliente au global de l'entreprise en matière de limitation des impacts environnementaux. Un deuxième modulo qui est le fait d'intégrer systématiquement l'axe E pour environnement dans le pilotage et dans les critères de choix stratégiques. Et puis quelques modulos, c'est-à-dire quelques ajustements de la boîte à outils où on va pouvoir intégrer peut-être dans les lunettes et la chasse au gaspillage un focus spécifique sur la chasse au gaspillage en matière d'énergie, en matière de consommation de ressources autres que le temps passé et en matière d'impact sur les émissions telles que le CO2. Donc, on se dit donc, on s'est vraiment ouvertement posé la question et on a voulu faire cette démonstration avec vous pour aboutir, en tout cas, à quelque chose qui nous convainc que le Lean est un bon levier si on veut contribuer à la transition écologique. Maintenant, il serait intéressant de se dire à quel moment du cycle de vie des produits est-ce que cette contribution devrait vivre, devrait émerger et Ronan va nous présenter quelques caractéristiques de l'intégration de la contribution du Lean à des fins de transition écologique tout au long du cycle de vie. Du coup, on va prendre quelques exemples et j'en profite pour dire que j'ai répondu à une petite question sur le flux de conversation qui était sur la, la solution, en tout cas la priorité à donner au Shinkori pour déployer une démarche de rupture de transition écologique. J'ai répondu en disant que bien sûr il fallait avoir une cohérence avec la stratégie, mais qu'il fallait aussi y associer quelque chose qui est, je dirais, dans l'autre sens, dans le sens plutôt montant du terrain vers le haut de la pyramide, qui est aussi de lancer des actions terrain très concrètes et très humbles, puisque c'est cette dynamique de mise en cohérence entre le haut de la pyramide et le bas de la pyramide que naîtra la cohérence et la durabilité de la démarche. Tout comme une démarche Lean, de la même manière, à mon avis, où les deux viennent en parallèle. Si je reviens maintenant sur les outils, donc effectivement, humblement, on ne va pas parler de tous les outils et puis cadrer l'ensemble des outils avec la démarche de développement durable, mais prendre quelques exemples, et ces exemples, on va les relier au cycle de vie, puisque là, on a un cycle de vie classique qu'on associe au PLM, au Project Lifecycle Management. Donc, la vie d'un produit, que ce soit un produit manufacturier ou service, ça va d'une idée à son développement en essai, en vente, en production, jusqu'à l'extinction, je dirais, du produit, son stop de fabrication, son stop de distribution, et même l'obsolescence à la fin du cycle global. Ce qu'il faut qu'on fasse dans ce cycle de vie, c'est qu'on intègre tous les besoins de durabilité à chacune des phases
de manière à ce que le produit soit développé pour optimiser la consommation des ressources et son impact sur l'environnement au global. Donc c'est ce qu'on va chercher à faire. Et puis pour le faire, comme les phases amont travaillent pour les phases aval, eh ben, on va y chercher, comme le fait le Lean, à décloisonner les réflexions de manière à profiter de l'expérience de chacun et à anticiper les besoins des gens du flux aval dans les solutions apportées dans le flux amont. Et c'est ce qu'on va voir sur le slide suivant dans le petit zoom qu'on fait sur la phase amont. Donc là, on est au début de cette gaussienne qui était dessinée juste avant, qui représente le cycle de vie. On a là dans la partie amont la notion d'éco-conception, la notion de design for qui va aller favoriser la façon dont on développe les choses pour que ça soit facile à utiliser et optimal. Et puis la notion de qualité-conception qui va nous amener à basculer sur le pilier du Jidoka et à viser le bon du premier coup en travaillant sur la conception produit et la conception process. Donc on est là vraiment dans une notion de logique de contribution à la transition écologique via des outils qu'on utilise en phase amont. Un petit exemple que j'ai eu dans une conférence BPI à laquelle j'ai participé il y a quelques temps, une personne qui animait cette présentation sur le développement durable disait clairement: aujourd'hui, quand je fais une innovation dans ma société, je n'ai plus le nom de la personne, je m'en excuse auprès d'elle si elle nous entend à un moment, mais la personne disait: quand je fais une innovation dans ma société, je pense à l'impact qu'elle a bien sûr sur la productivité et sur les humains, mais si elle est au global néfaste pour la planète, je dois m'interdire de la lancer. Et je trouve ça hyper fort de la part de cette personne d'avoir ces propos et en plus de s'y tenir dans sa société. Donc là, on est sur Et la on a phase de amont. plus en plus d'échos et d'exemples aussi, comme ça. Je pense aussi à un de nos clients qui a choisi de ne pas développer certains types de produits parce que, ça serait pas dans cette direction-là. Si après on rentre sur deux slides sur la partie centrale qui est la partie production, vie du produit, ce premier slide prend, un- je dirais, une capture d'écran d'un référentiel que j'ai repris d'un partenaire qui est Supply Chain Plus, où il détaille en fait toutes les modalités d'évaluation d'une supply chain. Et dans ces modalités d'évaluation d'une supply chain, aujourd'hui, euh, avec Supply Chain Plus, a été intégré, et c'est pas les seuls à faire ça, mais en tout cas, leur référentiel est très qualitatif, et il intègre la préservation de l'environnement. C'est-à-dire que dans la maturité supply chain, on doit aller chercher la supply chain qui va respecter l'environnement et prendre en compte dans son pilotage et dans ses choix la notion de limitation d'émissions de CO2 et de gaspillage et d'impact sur l'environnement. Donc ça, c'est une première chose sur la partie centrale qui est la vie, on va dire, du produit. Et la deuxième partie qui est sur le slide suivant, c'est un exemple qu'on peut prendre qui est une déclinaison un peu différente de la VSM qu'on appelle VSM Costing, où là, on a une analyse sur un flux de valeur, je dirais, dont le début et la fin est à définir clairement avec les équipes, principe de base de la VSM, d'aller chercher au-delà des approches classiques de la VSM, d'aller chercher les coûts et les impacts sur la matière, sur les énergies, sur la main-d'œuvre, sur la maintenance et sur les frais généraux de chacune des étapes. Donc là, on se rend compte qu'on rentre vraiment dans une analyse des consommations, des efforts, des consommations de ressources qu'on a sur l'ensemble des étapes d'un processus. Et on pourrait même, du coup, y intégrer, et je crois que certaines sociétés commencent à le faire, la notion d'impact ou d'émission de gaz à effet de serre à chaque étape de leur processus.
J'ai une société avec laquelle je travaille. Tu peux rester sur ce slide-là quand même, Patrick, il n'y a pas de problème. J'ai une société avec laquelle je travaille où, du coup, en lien avec cette analyse d'impact à chaque étape du cycle et en lien avec le SQDCE, ils pilotent leur entreprise avec les tonnes de gaz à effet de serre évitées grâce à leurs actions. Et ils le cumulent au fil de l'année pour pouvoir suivre leur impact environnemental qu'ils veulent positif in fine. Le slide suivant est plutôt sur la phase aval, c'est de se dire que quand on arrive sur sur la vie série et sur la fin de vie du produit, eh ben on a aussi cette notion d'évolution du changement qui est un cycle, enfin qui est une complexité assez dure et parfois mal gérée par les entreprises. Euh, que le Lean peut nous aider à gérer. Alors le Lean et puis d'autres pratiques, mais en tout cas le Lean peut amener des bonnes pratiques dans le pilotage des changements. Il peut amener des bonnes pratiques dans la façon dont le service va être rendu au client, puisque le coût des services après-vente, le coût des interventions d'urgence, c'est quelque chose qu'il faut mettre sous contrôle. Et puis il peut amener aussi des choses sur la, la, la- la- les capacités ou les chances de réussir la recyclabilité et la fin de vie des produits en améliorant des approches modulaires et des solutions de conception, encore une fois, qui peuvent amener une, une séparation des matières et un recyclage des matières différentes. Bien, donc merci Renan. On va passer à je veux dire, la conclusion. Donc c'est d'ailleurs une certaine prise de hauteur. On est parti des éléments factuels. On a une problématique comme dans les entreprises, dans le Lean. Donc cette problématique, elle est pas simple. Donc, si elle était pas simple, si elle était simple, on aurait déjà fait des choses et beaucoup de choses spontanément. Donc, si elle n'est pas simple, il faut partir des éléments factuels. Puis après, on a qualifié finalement notre dispositif méthodologique qui semble être compatible avec les besoins de la transition écologique. Et enfin, on vient de voir à travers ce que tu nous as présenté les différentes phases pour prendre un fil conducteur assez classique du cycle de vie et comment, dans ces différentes phases, il conviendrait d'appliquer le regard, voire les outils du Lean pour être contributif de façon très opérationnelle. Donc, prenons un petit peu de hauteur, si vous le voulez bien, et puis concluons sur les enseignements, mais aussi les axes très pratico-pratiques qui peuvent ressortir pour chacun d'entre nous, et on échangera dans quelques instants via un petit sondage. Donc là, on refait un zoom arrière, effectivement, parce qu'on repart vraiment sur le global de ce qu'on pourrait décrire comme étant une démarche de développement durable, ou en tout cas une démarche durable. Le durable, il est au milieu de cet écran, mais il passe par une durabilité qui se doit, ou qui se veut, et qui se doit d'être sociale, économique et environnementale. Et si on le résume de manière très, très générale, le, le social est un objectif parce que, en tout cas pour nous, et je pense que chez Excel, on a toujours cette sensibilité de mettre l'homme au cœur de chacune des démarches. Donc le social est un objectif qu'on doit avoir dans la démarche de transformation et la performance d'entreprise. L'économique doit devenir un moyen. Quand je dis devenir, c'est que parfois il est un peu trop un objectif dans certaines démarches. Alors, je dis pas, il faut pas se leurrer, une boîte est là pour gagner de l'argent. Donc, on va pas dire qu'il n'y a pas d'objectif économique. Mais l'économie doit devenir un moyen pour atteindre notre objectif de viabilité des humains à travailler ensemble sur une cause commune. Et on a quelque chose qui vient, je vais dire malheureusement ou heureusement, mais en tout cas heureusement en prise de conscience et malheureusement en nécessité. Mais on a un troisième élément qui est l'environnement, qui lui devient une condition. Et tant qu'on n'aura pas intégré, et je crois que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, que ça devient une condition
dans les choix qu'on va faire, dans les modèles et dans les solutions qu'on va apporter aux entreprises dans le futur, eh ben, on aura encore des impacts qui seront limités et une prise de risque sur l'évolution globale de notre système ou de notre planète, de notre vaisseau planète, si on peut reprendre l'expression de certaines personnes. Donc on a vraiment cette durabilité qui est au cœur de l'environnement, de l'économie et du social. Et c'est ça qu'il faut qu'on travaille ensemble. Et on peut le faire avec le Lean. Et donc, on va aussi conclure en termes un petit peu de méthodologie à travers les clés, hein, vraiment au sens pratico-pratique là, du Lean. Mais juste avant de te laisser commenter, Ronan, je voudrais rebondir sur un commentaire de M. Julien Henry qui souligne l'importance et la complexité d'avoir une mesure initiale en matière, par exemple, de consommation d'énergie et d'émissions de CO2. Alors, je suis assez d'accord avec ça. Effectivement, c'est pas forcément facile, évident à avoir, en tout cas rapidement, mais ce sont néanmoins, on va dire, des mesures qui sont à portée de main. Le fait que ça soit pas évident, je pense, c'est parce qu'on n'a pas encore intégré euh, des automatismes de mesurer systématiquement ces aspects-là, alors que les outils qui permettent de le faire sont aujourd'hui diffusés par un certain nombre de spécialistes des bilans carbone, par exemple, et qui sont capables de décomposer les consommations poste par poste, étape par étape. Encore faut-il intégrer maintenant ces outils de mesure dans les habitudes de pilotage des entreprises et intégrer ces mesures dans nos outils méthodos, dans nos outils du Lean. Il y a quelques instants, Ronan nous a parlé de la VS Costing, c'est-à-dire de la décomposition point par point de la consommation des étapes, non seulement en termes de temps à valeur ajoutée, mais aussi en termes de coût à valeur ajoutée, à non valeur ajoutée. Dans ce même outil, il est très cohérent d'intégrer la consommation énergétique hein, au même titre que les coûts unitaires étape par étape ou les émissions de CO2 étape par étape. On a les outils de mesure, hein, ils existent, il faut les intégrer en fait. Donc je ne dis pas que c'est Euh, simple, mais je dis que c'est à portée de main si on s'y met en fait. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord qu'il y a besoin de mesures pour déclencher des actions. Du coup, si je rebondis sur ce slide, en fait, et ça va alimenter ce que Régis disait, c'est que on n'aura pas tout de suite une qualité de mesure du CO2 complète, bonne et pertinente. On a toujours l'habitude de dire, il ne faudra pas attendre d'être parfaitement faux, on sera déjà partiellement juste sur quelques données, ce sera déjà pas mal. Et puis ces données, on peut les décliner en indicateurs d'activité, je dirais, qui sont vraiment plus concrets. Et ça rejoint exactement ce que dit Régis dans son commentaire. Ça peut être des litres de carburant, des tonnes de déchets, des kilowattheures. On aura déjà des indicateurs. Et donc ça nous ramène à la base du lean, qui sont les gaspillages. On pourra aller suivre des indicateurs très concrets sur l'impact de consommation énergétique des espaces, sur la manipulation de stockage. On pourra mettre des indicateurs énergétiques ou de consommation matière sur du process ou de la production. On pourra mettre des indicateurs de consommation électrique sur des attentes machines ou des problématiques machines. On pourra mettre des attentes de volume de déchets sur du traitement ou sur la surconsommation. On pourra mettre des analyses sur le nombre de mails ou les nombres de données exploitées. Au passage, une société qui est, je dirais, très pertinente ou très mûr ou très mature en ligne, en général, il y a beaucoup moins de mails et beaucoup moins de fichiers Excel et beaucoup moins de choses qui circulent dans tous les sens. Donc, on est vraiment dans cette notion de mesure. Et puis aussi, on pourra aller mesurer des choses un peu moins matérielles, mais qui sont la notion de créativité pour aller sur le huitième gaspillage. Donc, on se rend compte qu'on décline un petit peu la notion de CO2 sur des sujets un peu plus concrets et plus facilement mesurables, qui, in fine, auront un impact sur la partie CO2. Voilà, Et, donc et- Pardon. oui. Vas-y, vas-y.
Donc nous voilà équipés, on le pense, chez XL, avec des outils et des filtres, une grille de lecture qui vont permettre d'étoffer les mesures qui concernent la transition écologique, mais aussi de travailler sur les processus, sur les activités, dans une logique d'optimisation qui, avec le bon filtre, aura un impact sur les enjeux qu'on a évoqué précédemment. Donc, voilà un petit peu notre conclusion en termes de méthodo. Mais il y a encore une réflexion qui nous est venue, euh, on dit que ça doit évoluer, mais est-ce qu'à ce moment, le terme lean doit-il évoluer lui-même? Puisqu'on part d'un lean boosté, d'un lean un peu plus. Est-ce que à ce moment-là, l'appellation lean durable est une bonne appellation pour parler de la méthode qu'on vient de partager avec vous et de son étendue? Alors, d'un côté, pourquoi pas? Parce qu'on parle de développement durable, donc c'est assez cohérent, c'est assez facile à s'approprier, mais il y a quand même un risque, un risque de confusion. C'est que par définition, le lean est durable. Un lean qui ne serait pas durable, eh ben, c'est-à-dire pas pérenne, ça serait un lean one shot, donc c'est pas du lean en fait. Le lean, par définition, est un programme qui vise la pérennité, la durabilité, comme on l'a vu précédemment. Donc l'appellation ligne durable est peut-être redondante, voire prêtée à confusion. On est pour autant convaincu que le lean doit intégrer certaines spécificités et donc doit se distinguer de la façon dont il était conduit jusqu'à maintenant, mais tout en restant la démarche de transformation de l'entreprise, notamment au service de la transition écologique. Alors si on veut quand même caractériser cette spécificité du lean version 2024, bientôt 25, pourquoi pas parler de lean responsable, où là, on affirme une notion qui va peut-être un petit peu plus loin et qui se distingue de la notion de durabilité. Et cette notion de lean responsable, en fait, elle est cohérente avec les référentiels d'évolution des entreprises, de RSE. Ici, vous avez un exemple du référentiel proposé par l'organisme Lucie, qui travaille en cohérence avec l'évolution des normes et de l'ISO 26000, par exemple, où déjà la première étape d'une entreprise qui se met en mouvement et qui ne reste pas dans le statu quo, eh bien, c'est l'entreprise responsable. Et l'entreprise responsable, elle va travailler sur des objectifs d'impact, elle va travailler sur la cohérence de normes et donc le lean responsable permet déjà de monter cette première marche, sans compter que, vous le voyez dans les marches suivantes, le lean, il permettra toujours d'aller plus loin. Donc, de mettre en mouvement les entreprises, mais aussi chacun d'entre nous, hein, quelque part. Il ne faut pas attendre les normes, il ne faut pas attendre les Hoshin stratégiques. Vous êtes, pour un certain nombre d'entre vous, des praticiens du lean. Nous pouvons, à notre échelle, faire du bottom-up, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc, à notre échelle, que pouvons-nous faire? Donc, on avait envie à ce moment-là aussi de vous donner, alors pas le micro, parce qu'avec 77 participants, c'est un petit peu complexe, mais d'interagir avec vous par un bref sondage, 5 questions, mais sur une seule graphique auquel vous pouvez accéder en photographiant ce QR code, hein, ou en recopiant l'adresse menti.com/ etc. dans votre navigateur et vous accédez immédiatement au sondage. Et je vais partager mon écran dans l'espoir que beaucoup d'entre vous répondent à ces questions qui sont accessibles à chacun et pour voir ensemble l'évolution de vos réponses et puis les commenter. Les En gens commencent par... à répondre, Patrick, parce que certains vont répondre très vite. Je précise ce que tu m'as dit tout à l'heure. On peut donner plusieurs réponses en même temps si certains Oui, commencent à répondre. oui. Vous pouvez cliquer sur plusieurs choix. Ce que j'ai envie c'est de voir un petit peu les tendances qui ressortent et puis de rebondir dans le chat, dans la conversation Teams, peut-être avec des idées, des sujets d'application, des propositions ou pourquoi pas des craintes et vos commentaires parce que c'est ensemble. Je dis chacun d'entre nous, on peut se mobiliser, mais on est dans une phase un peu novatrice, donc c'est aussi ensemble qu'on peut partager des idées. Donc, regardons un petit peu la tendance qui, euh, qui va se dessiner.
Donc, Ouais, elle évolue en temps réel, là, Patrick, c'est bien ça, hein. Donc, au fur et à mesure des tout à réponses, fait. on Donc, a une au fur et à alimentation mesure des de. réponses, au fur et à mesure des réponses, le graphique évolue en temps réel. Il va arriver sur mon écran, comme ça tous on peut suivre. Donc on vous a proposé plusieurs réponses possibles à la possibilité de voir des opportunités d'amélioration, d'appliquer le Lean pour contribuer à cette transition écologique, qui est, vous l'aurez compris, notre propos. Ça se stabilise un petit peu. Donc, un bon tiers, vous voyez quand même une applicabilité à travers les programmes d'excellence opérationnelle, des outils du Lean. Donc, disons, je suis un petit peu soulagé, c'est plutôt encourageant par rapport à ce qu'on partage avec vous. Un autre tiers, ça serait peut-être plus à moyen terme, mais vous ressentez le besoin d'adapter les outils de l'excellence opérationnelle. Alors là, je trouve ça aussi encourageant parce que on va y venir tout de suite, mais en tant que fournisseur d'outils et de méthodes et en tant que diffuseur de ces outils et de ces méthodes, je me dis on peut contribuer ensemble avec vous. Et puis, un quart, vous ressentez le besoin de quand même passer des messages auprès des décideurs, de la direction. Donc là, c'est peut-être vous. C'est peut-être aussi nous dans nos actions de conseil et nos actions d'intervention en stratégie. Alors je dis nous, c'est pas Excel, hein, mais nous, les consultants. Il y en a aussi d'autres dans le public, hein. Il y a peut-être une question de responsabilité, de monter au créneau. Vous pouvez aussi vous servir des supports de cette webconférence si vous pensez que ça va vous aider à faire passer des messages. Et je suis aussi soulagé de voir qu'il y a une minorité qui voit un trop grand décalage ou qui envisage que ça ne soit jamais un enjeu d'entreprise. Alors ça peut se comprendre à travers des entreprises dont le métier serait assez spécifique par rapport à ceux dont on partage. Donc c'est bien que ça soit une minorité, mais même s'il y en a une minorité, ça peut être un peu dommage. Et puis on peut échanger par ailleurs, si vous le souhaitez, aussi sur des pistes pour réfléchir sur comment basculer. En tout Petite cas, réaction merci. à ça, Patrick, de mon côté, et je te laisserai après finir sur le dernier slide. En tout cas, moi, je vais parler à titre personnel. L'énergie que j'ai le matin pour me lever, c'est d'aller impacter positivement la vie des entreprises et pas de penser simplement à la performance pour la performance en fonçant contre un mur qui est en train de se dessiner. Donc, il y a vraiment cette notion d'apport aux entreprises avec un sens sur cet impact environnemental. Et j'ai même des clients, enfin, je n'ai pas cité le client tout à l'heure, et dans le doute, je ne vais pas le citer pour ne pas faire d'erreur, mais j'ai vraiment un client qui me disait encore la semaine dernière, moi je me lève le matin et nous choisissons nos projets, parce qu'ils sont en train d'avoir des projets qui ont des impacts forts environnementaux, ils choisissent leurs projets pour diminuer l'impact environnemental et améliorer et contribuer à l'amélioration ou à freiner cet emballement que tu as décrit au début. Donc il y a des gens qui vraiment se lèvent le matin pour ça, et je pense que ça donne un sens à la vie, et c'est ce sens-là qu'il faut qu'on donne à nos efforts. Donc, merci aux 42 personnes qui ont joué le jeu de ce sondage. On ne fait pas trop ça dans le webconf, mais là, il s'agit aussi de réfléchir ensemble sur un challenge et une urgence qui est commune. Euh, pendant que Camille nous affiche voilà, la diapositive de conclusion, on vous laisse également compléter vos propositions, vos réflexions dans le fil de la conversation et pour y revenir dans un instant, le cas échéant. Voilà, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire avant, on est convaincu qu'en tant qu'apporteur de solutions, on a des moyens à proposer à nos entreprises clientes, partenaires, selon différentes thématiques. Les méthodes. Les méthodes de travail, c'est la boîte à outils. Donc, nous, en tant que praticiens de ces outils, on va travailler sur l'enrichissement des outils traditionnels, l'analyse de déroulement, la VSM, etc., un petit peu dans la direction de ce qu'on a évoqué tout à l'heure.
En termes de discours, petit à petit, nous intégrons aussi dans notre discours le fait de positionner la démarche Lean comme étant celle qui adressera également les gaspillages liés aux ressources naturelles, que ce soit un discours dans les formations, dans nos rencontres et nos travaux avec les entreprises. Et puis, dans la performance, on est sollicité pour améliorer les performances des entreprises, de pousser à intégrer systématiquement l'axe E dans les déclinaisons stratégiques, dans les AIC, dans les critères de pilotage, et qu'autour de ces axes-là, on puisse donc, à travers des offres de formation, Camille, si tu peux juste avancer un tout petit peu, et des offres de conseil, eh bien, proposer des contenus de formation qui soient enrichis par rapport à ce que je viens d'évoquer, et également dans les diagnostics que nous sommes amenés à mener, dans les accompagnements d'entreprises que nous sommes amenés à faire, d'être un support vraiment à la prise en compte des enjeux environnementaux dans les démarches de transformation. Et je précise néanmoins qu'il ne s'agit pas de se mettre à la place des professionnels que j'ai cités tout à l'heure, du bilan carbone ou autre de la transition écologique, mais de la même façon qu'il y a des professionnels de l'ergonomie et de la sécurité, c'est de travailler ensemble et de partager nos approches méthodologiques avec les outils qu'ils peuvent nous apporter. En tout cas, c'est dans cette perspective qu'on s'inscrit dans les prochains mois et à travers la stratégie d'Ixelles qui, je le dis en passant, s'est elle-même inscrite dans une démarche de RSE. De mon côté, je compléterai ce que tu viens de dire, Patrick, par le fait de dire que là-dedans, on est en train d'essayer de travailler sur des notions de Lean. On s'appuie sur des outils. Dans ces outils, il y a du digital, il y a de l'outil, des solutions industrielles qui peuvent être très pragmatiques. Je vais juste citer un petit exemple qui, moi, m'a marqué beaucoup. C'est quelqu'un qui s'appelle Nakamuro, qui travaille au Japon, avec qui j'échange via les réseaux, qui propose aujourd'hui des solutions où hier, on proposait des robots pour retourner des pièces, robots qui sont nécessaires parfois et qui sont des opportunités de productivité ou d'optimisation intéressantes, mais ils proposent aussi des solutions qui sont purement mécaniques, qui ne coûtent rien et qui utilisent simplement l'intelligence, je dirais, de la nature et de la gravité pour aller utiliser des pièces plus simples, plus fiables. Plus intelligent, humainement parlant. Il y a plein de solutions qu'il faut aller chercher dans l'IA, bien sûr, mais aussi dans le pragmatisme et ne pas plonger toujours sur les outils et la solution technique. Je dirais la sortie de la sortie de la problématique écologique par la technologie ne suffira pas. Il faut aussi penser intelligent et c'est pas que de la technologie. Oui, alors je rebondis, on va conclure, mais je rebondis avec une réaction très précise ou concrète que j'ai vécue ce matin avant de commencer avec un groupe de stagiaires où quelqu'un citait le fait que le Lean va viser de la digitalisation et l'IA peut être là-dedans. Et j'ai dit, mais vous savez, si vous digitalisez des gaspillages, eh ben, vous allez continuer à avoir des gaspillages. Donc le Lean, c'est la réduction des gaspillages. Et après, les solutions technologiques, elles vont permettre peut-être de faciliter certaines choses. Mais nous, notre angle, c'est pas l'IA en tant que telle. Surtout comme le dit Saïd, derrière l'IA, il y a aussi de la consommation énergétique, mais notre angle, c'est d'optimiser. Et après, on peut voir quels sont des moyens technologiques pour aller plus loin. On peut se finir, Camille? Yes. Du coup, voilà, j'avais mis quand même cette petite slide au cas où s'il y avait encore des questions. Donc, il nous reste 2 minutes. Donc, si toutefois vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Si on n'a pas le temps d'y répondre, dans tous les cas, vous pouvez aussi m'écrire, il n'y a aucun problème. En attendant, du coup, je vous affiche cette dernière petite slide pour vous indiquer la dernière date, notre dernière webconférence de l'année, qui sera sur faire cohabiter la démarche Lean et les exigences économiques de l'entreprise et qui se tiendra le 13 décembre. Donc voilà, ce sera notre dernière webconférence de l'année et les dates 2025 sont à venir, bien sûr. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous mets cette dernière petite slide avec le lien vers notre site internet. Vous avez également notre adresse mail, notre numéro de téléphone.
Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sujet ou si vous avez des demandes. On se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, écoutez, je ne vais pas en dire plus. Merci à tous, bon appétit et à bientôt. Merci Excellent week-end à beaucoup tous. et au prochain rendez-vous durable et responsable.